Salut à tous, épisode 10 avec Astana. Il s'agit d'une deuxième partie de ce Tour de France qu'on a démarré à l'épisode 9. Je ne fais pas de bilan de début d'épisode, puisqu'en fait tous les bilans étaient faits au début de l'épisode 9 et que depuis, rien n'a évolué, puisque la seule chose qui nous intéresse actuellement, c'est ce fameux Tour de France, profil 2019. De toute façon, on est dans l'année 2019 avec cette équipe Astana, et évidemment, on a vécu un drame. Je pèse mes mots, drame sportif pour cette équipe bâtie pour essayer d'emmener l'ami Fuglsang à la victoire finale. Drame constitué par cet abandon sur blessure consécutive à une chute pour Omar Fraile. Omar Fraile, quelqu'un que je m'apprête de plus en plus à prolonger, alors qu'au départ, j'avais peut-être d'autres idées en tête. Je pense que Omar Fraile, on ne peut pas ignorer quelles ont été ses jolies performances. Fuglsang démarre cet épisode, donc étape 11, puisqu'on a déjà joué les 10 premières précédemment, à l'épisode 9. Fuglsang démarre avec un avantage de 45 secondes sur Froome et un petit peu plus d'une minute sur Dumoulin, pendant que Magnus Cort Nielsen est en pole position pour aller chercher un éventuel maillot vert. Maillot vert pour lequel, évidemment, il va falloir encore batailler. Batailler vraiment ferme, parce que c'est quand même loin d'être ficelé, il y a encore pas mal de points à distribuer. On voit que les Caleb Ewan, les Dylan Groenewegen, Peter Sagan font encore vraiment de manière très claire la chasse aux points pour le classement du maillot vert. Donc vraiment on est vigilant, on va essayer d'aller chercher un max de points. Regardez, sur cette étape 11, on va aller disputer le sprint, mais évidemment en vitesse pure. Ça échappe à Cort Nielsen, qui va quand même marquer les points de la 3ème place, c'est très bien. Ewan se replace, attention à Caleb Ewan pour le maillot vert, ça pourrait encore basculer, très clairement ça peut basculer. Aucun changement évidemment au général, et un coup dur pour le team Ineos, puisque Geraint Thomas abandonne, victime d'un virus probablement, abandonne ce Tour de France. Ce sera donc un soutien de poids en moins pour Christopher Froome. Allez, on est reparti dans notre petite chasse au point avec Magnus Cort Nielsen, puisqu'on va l'échapper dans cette étape 12 pour qu'il aille, tout bêtement, résister sur le premier grimpeur, c'est pas bien difficile, et cueillir 20 points quasiment offerts. Les 20 points là, hop, pour évidemment ensuite redescendre, parce qu'il y a besoin de sa protection de costaud qu'il est pour j'allais dire nos leaders, notre leader. Et qui est-ce qui va maintenant prendre le rôle d'un Omar Fraile, parce que au final il y a une redistribution des cartes là à faire dans l'équipe. C'est pas évident, moi ça m'a déstabilisé, je vous avoue, de plus avoir Omar Fraile. Ça m'a c'est intéressant, parce que du coup ça oblige à réfléchir, à essayer de se réinventer un petit peu par rapport à la tactique. Je continue à utiliser par exemple Luis Leon Sanchez très souvent en protection de Fuglsang le plus longtemps possible. Après, quand il craque, on joue entre Kudus et Bilbao pour essayer de soutenir, tout en sachant que j'ai tendance à économiser Alexei Lutsenko très souvent, en tout cas aussi souvent que possible, l'économiser, parce qu'avec son talent de puncher et ses qualités physiques, ses qualités, même il y a des jolies notes, Lutsenko c'est l'archétype du coureur super marrant à avoir sur Pro Cycling Manager, et en fait on tente de se la terminer à deux, celle-là, un petit peu à l'image de ce qui avait été fait à l'étape 3 dans l'épisode précédent, où on avait eu comme ça Lutsenko et Fuglsang qui s'étaient fait la malle et qui avaient terminé ensemble en offrant au passage la petite victoire à Lutsenko. Bon, ce sera pas le cas ici. Ce sera pas le cas ici du tout, puisque
On est évidemment repris dans la descente. La descente était un petit peu trop longue en fait. Et puis surtout, il y avait un plat final, ou en tout cas un faux plat descendant, qui était absolument pas à notre avantage par rapport à une vingtaine de coureurs comme ça qui roulent à bloc, avec encore la présence de quelques équipiers. Bref, Julien Alaphilippe vient la prendre, ça fait plaisir pour lui. Et on arrive là à une étape 13, juste cruciale. Je rappelle, quarantaine de secondes sur Froome et un peu plus de la minute sur Tom Dumoulin. On se règle un peu avec les équipiers, histoire d'ajuster quelles peuvent être les barres d'effort, on va dire, intéressantes, adéquates, pertinentes. Et c'est parti, Lutsenko est déjà parti. Et c'est à Fuglsang maintenant d'y aller avec juste devant lui Froome et Dumoulin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir résister? On a assisté dans la réalité à contre-la-montre à l'étape 13 Tour de France 2019 qui était assez invraisemblable, voire même exceptionnel, excitant, tout ce que vous voulez, avec un Julien Alaphilippe qui avait été juste stratosphérique. Est-ce que Fuglsang, en bon puncher rouleur, grimpeur qu'il est, en coureur assez complet au final, est-ce que Fuglsang va réussir à limiter la casse, hein, j'ai envie de dire limiter la casse, parce que on a quand même en face de nous deux rouleurs fantastiques, la personne de Dumoulin et de Christopher Froome. Donc que va pouvoir faire Fuglsang? Avec au premier intermédiaire c'était très très bien, au deuxième intermédiaire c'est vraiment moins bien. On en termine avec Lutsenko. Là ici il y a une hausse, une petite côte là sur laquelle on peut comme ça mettre du braquet. Dumoulin en a terminé, il a pris le meilleur temps intermédiaire. Christopher Froome, eh bien, n'est pas ridicule non plus, mais réalise quand même une moindre performance que Dumoulin. Vous l'avez apparaître là-haut en bas, en haut à droite, en troisième position. Que va faire Fuglsang? On a gardé un petit peu de barre, mais pas des masses. Quatrième en perdant seulement 25 secondes sur Tom Dumoulin. Eh ben, c'est une excellente opération. Puisqu'au final, Fuglsang va conserver le maillot jaune. Le maillot jaune, c'est un peu notre assurance bonus forme du jour plus 5. Hein. C'est parce que tant qu'on l'a, il est Fuglsang, tant qu'il est sous pic de forme et tant qu'il porte le maillot jaune, Fuglsang, il est quasiment sûr d'avoir du plus 5 quasiment à chaque étape. Et par contre, à partir du moment où on perdrait le maillot, et si en plus on avait le malheur d'avoir notre pic qui s'achève, waouh, ça commencerait à devenir très 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 chaud. J'en ai parlé un petit peu à la toute fin de l'épisode dernier, que on avait vraiment intérêt à conserver le maillot, parce que le pic de forme de Fuglsang, c'est vraiment pas dit qu'il perdure jusqu'à la fin de ce Tour de France, voire même on peut s'attendre à ce qu'il disparaisse un petit peu avant la fin. Vous savez que dans Pro Cycling Manager 2019, il y a quand même une particularité cette année, c'est que le pic, il est annoncé comme durant entre 18 et 24 jours. Si c'est 18, c'est vraiment pas la même histoire que si c'est 24. Moi, j'ai calculé, j'ai misé, j'ai tablé sur 21 en fait. Voilà. En étant sous pic déclenché le matin de l'étape 2, quand on rajoute 21 jours, en fait, ça nous mène à 23 matin d'une étape 23 fictive, sachant qu'il y a 2 jours de repos, donc en fait, ça nous ramène au matin de l'étape 21. Donc si notre pic dure 21 jours, on est peinard, y compris jusqu'au matin des Champs-Élysées, mais là on n'a même pas besoin de pic en fait. Donc pour ça qu'en fait j'ai fait mes calculs comme ça, je m'étais dit qu'en fait être sous pic pour le CLM par équipe de l'étape 2, c'était loin d'être scandaleux, voire même c'était plutôt opportun. Voilà, c'était ça un petit peu mon raisonnement à la base. Allez, il faut suivre les favoris là, parce que il y a Dumoulin, il y a Bardet, bah, attention à Bardet, qui vraiment envoie du lourd. Nibali n'est pas bien loin avec Chris Froome.
ça craquerait un petit peu derrière pendant que Dumoulin et Bardet s'envolent. Ouh là 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 là, ça sent mauvais. Ça sent très très mauvais là pour Jakob Fuglsang, qui va revenir au train sur Bardet et Dumoulin. Regardez, il revient vraiment à la limite. On est au bord de la rupture. Pour être franc, on est vraiment au bord de la rupture. D'ailleurs, il y en a un qui l'a compris, c'est Romain Bardet. Romain Bardet qui file, hein, qui file droit vers la victoire d'étape. Ok. On a vraiment de la chance que ce soit Bardet qui file et non pas Dumoulin ni Froome. Parce que l'impact niveau classement général serait pas le même en fait. Et là, donc, victoire de Bardet. Et au final, quand même, on concède un peu moins d'une minute. Bon, allez, c'est acceptable parce qu'on avait un peu d'avance. Et surtout, on concède pas grand chose, voire rien, sur Dumoulin et Froome. Donc, c'est pas si mal. On s'en tire pas mal. On s'en tire pas mal parce qu'on limite les dégâts, même si du coup, il y a un rapproché de Bardet au général. Hein. Faire attention. Mais globalement, on n'est pas si mal que ça à l'aube d'attaquer l'étape 15. L'étape 15 qui comporte quelques difficultés assez importantes. Je citerai par exemple en avant-dernière difficulté du jour le mur de Péguerre qui m'a l'air d'être, pour avoir vu aussi beaucoup de souffrance dans le Tour de France récemment disputé, beaucoup de souffrance de coureurs dans le mur de Péguerre. On voit aussi qu'il y a des forts pourcentages. Quand vous regardez l'inclinaison de la pente là, de l'avant-dernière difficulté en bas à droite, on se rend compte que c'est par exemple plus difficile que la dernière ou que l'avant-dernière difficulté, par exemple. Voilà. Donc attention à ce mur de Péguerre. On a notre Kort Nielsen national qui vient chercher ses points, histoire d'essayer d'asseoir un peu son maillot vert. En tout cas, pour le moment, il est pas tranquille, mais il est pas si loin d'être un petit peu à l'abri. En tout cas, voilà, il a le droit à un jour sans. On va décrocher, un petit peu comme d'habitude. Voilà, on fait décrocher notre ami Kort Nielsen. Pour lui, il faut assurer un peu de travail pour Fuglsang, et puis ensuite, ou pour Lutsenko, etc. Hein. Mais le but, c'est quand même Fuglsang à l'arrivée, puisque au final, si je protège Lutsenko, c'est pour quelle raison? C'est pour que Lutsenko soit encore un peu plus frais pour, à son tour, pouvoir protéger en dernière instance Fuglsang. Donc tout est fait pour Jakob Fuglsang, bien évidemment. Le général de Lutsenko, il est anecdotique. Lutsenko, moi j'avais estimé avant le Tour de France que s'il terminait aux environs de la 15e place, c'était juste normal en fait. Voilà. C'était même flatteur. C'était même flatteur. Donc on va pas chercher plus haut que ça, et surtout on va pas commencer à vouloir viser un général par équipe ou des choses comme ça, surtout qu'en plus on a Fraile qui a disparu. Le troisième larron serait éventuellement Bilbao, mais ouais, bof quoi. Je pense pas que Bilbao va réussir à récupérer du temps. Allez, Fuglsang tente un coup là dans ce mur de Péguerre avec donc énorme difficulté. C'est intéressant parce qu'il a quand même réussi à créer une différence. Il a créé une vraie différence avec le reste des favoris auxquels se raccroche Alexei Lutsenko. Mais par contre, le petit bémol, c'est que Fuglsang il est un peu esselé. Alors du coup, dans un premier temps, parce qu'il y a encore la dernière ascension vers Pradalby, hein, qu'il va falloir assurer, hein, et j'ai attendu Tim Wellens dans un premier temps, mais en fait Wellens ne faisait que prendre la roue de Fuglsang. De ce fait, j'ai laissé partir Wellens et je me suis fait rétrograder avec Fuglsang pour retrouver la protection d'un équipier et pour reconstituer pleinement les barres jaunes et rouges de Fuglsang pour pouvoir résister dans Pradalby et non pas exploser parce qu'on aurait tenté un truc complètement dingue dans la descente du mur de Péguerre. Donc voilà un peu la stratégie, c'est d'essayer encore une fois sous protection de Lutsenko de maîtriser les attaques des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut citer?
outre Froome et Dumoulin, et ainsi que Bardet qui représente vraiment un danger, on peut aussi citer un Nibali, un Roglic qui se battent peut-être un petit peu davantage pour la 5ème place, mais qui sont capables à tout moment d'aussi gagner une étape, hein, sans la moindre hésitation. Alors, attention. Thibaut Pinot peut-être un petit peu en retrait sur ce tour. Oh, l'attaque cinglante de Dan Martin là. On a vraiment personne a pu réagir. Je crois qu'il va falloir se raccrocher là encore à une roue de type Froome ou de type Dumoulin. Laisser Dan Martin aller prendre son étape parce qu'il ne se l'est pas volé. Il est allé chercher sur une énorme accélération. Il va chercher cette étape là. On a plutôt de la chance parce que les bonifs sont prises non pas par Dumoulin Froome mais par Pinot Bardet. Bardet, le 4ème du classement général. Je préfère que ce soit lui qui prenne la bonif plutôt que les deux autres. Clairement, donc au final, on sort de ces Pyrénées, on sort pas mal. On sort pas mal du tout parce qu'on a un petit peu plus de 35 secondes sur les deux hommes, les deux rivaux. Et ça me paraît vraiment pas mal. Vraiment pas mal. On sort avec le maillot des Pyrénées. C'était vraiment l'objectif. Pas trop annoncé parce que je voulais pas promettre des trucs et tout. Mais mon objectif avant le Tour de France, c'était vraiment de sortir des Pyrénées avec le jaune. Et c'est chose faite. Donc c'est limite miraculeux, hein, clairement. Hein. C'est limite miraculeux. Mais au moins on l'a fait. Voilà. Il y avait Greg Van Avermaet qui a presque essayé de contester à Kort Nielsen les 20 points de celui qui passe en tête au sprint intermédiaire. En tout cas, notre ami Kort Nielsen, il continue à engranger. C'est très bien comme ça. Et c'est intéressant cette échappée. Elle est intéressante parce que est-ce qu'elle a des chances d'aller au bout ou pas? Il y a un moment donné où j'ai envie d'y croire en fait. Parce qu'on voyait le peloton qui revenait, hein, sous l'impulsion à De Koenig, etc. Et en fait, j'ai tenté de relancer l'échappée en roulant à 88-90 en effort relais. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Au moment quasiment où on se faisait reprendre, on a relancé l'échappée. Et du coup, on se retrouve à devoir régler éventuellement un groupe qui est beaucoup moins dangereux pour Kort Nielsen, qui lui permet beaucoup plus d'envisager, malgré le retour de Kevin Reza, attention, envisager la victoire beaucoup plus facilement que si on était sur un sprint massif avec tous ceux qu'on peut connaître, les One, Groenewegen, etc. Donc, victoire comme un gros malin qu'il est de Magnus Kort Nielsen sur cette étape 16 Nîmes. Et donc, conservation au général, ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et surtout, énorme option sur le maillot vert pour Kort Nielsen, qui a déjà en plus 3 victoires d'étape sur ce tour. Il est en train de nous réaliser un Tour de France de malade, Magnus Kort Nielsen. Vraiment, je crois en lui plus que jamais. Et pour moi, il est clairement le sprinter de l'équipe. Je suis même à me demander si quand je vais le re-signer début août, là, je me demande même si je vais pas lui filer carrément un statut de sprinter absolu, parce que il a que 77 là présentement en sprint, 79 en accélération, c'est vraiment pas mal, mais au final c'est largement suffisant pour gagner plein de trucs, quoi. Donc est-ce que j'ai besoin d'un autre sprinter, on va dire de grande valeur actuelle? Non. Maintenant, on n'exclut pas de développer un Moschetti. Je vous ai déjà dit que j'avais un petit peu quelques jeunes, ou un Dainese, puisqu'on va jouer aussi une carte danoise, kazakh, mais aussi italienne. Donc quelque part, Moschetti, Dainese, je vais prendre. Mais bon, on verra bien. Regardez, dans cette étape 17, là, on a profité du col de la Sentinelle pour distancer un petit peu des sprinters, des sprinters de renom, quoi. Et il y a un moment donné où je me dis, allez, on retente le coup, sauf que cette fois-ci, on va regarder si Kort Nielsen ne pourrait pas éventuellement nous emmener
full sang pour essayer d'aller glaner une bonif. Et en fait, Kurt Nielsen, il va s'imposer. En même temps, c'est lui qui va le plus vite de ce groupe-là. C'est lui qui va le plus vite puisque les sprinters, ils viennent d'arriver juste derrière. C'est donc une 4e victoire d'étape sur le Tour de France pour Magnus Kurt Nielsen qui a d'ores et déjà réussi une saison de malade. Quelques petites victoires par-ci par-là. Milan-San Remo, maillot vert quasi assuré, 4 victoires d'étape sur le Tour. Je pense que ça pose un bonhomme. Et changement de décor. J'étais sur place il n'y a pas longtemps là, sur ces endroits-là. Vars, Izoard, puis surtout après l'enchaînement Lotharé-Galibier, descendre vers Valoir. Cette étape est fondamentale pour la suite et la fin de ce Tour de France. Il va falloir essayer de la négocier convenablement, surtout prévoir notre coup en fait par rapport au Galibier, quoi, ne pas se retrouver avec un Jakob Fuglsang esselé dans le Galibier après cette longue montée, d'abord Lotharé puis Galibier, qui peut, à défaut d'être violente, vider la barre, parce que c'est un très très long faux plat montant vers le Lotharé, après 8 km sur le Galibier. Ouais, je fais une petite référence en fait sur quelque chose qu'on a vu très brièvement sur le côté à droite, là où il y avait le panneau de sprint. Oh bah c'est pas un très bon souvenir. On va la réapercevoir, je pense, à ce moment-là. Regardez, on va lâcher le groupe. Voilà, ici là. Voilà. En fait, le peloton, voilà, sur la droite ici, quand on a vu le petit panneau avec sprint grimpeur à 1 km, oh bah c'est simple, hein. C'est là où il n'y a pas longtemps mon fils a vomi. Voilà, tout simplement. C'était à cet endroit-là qu'on s'est arrêté pour nettoyer la voiture. Donc très bon souvenir là dans la montée du col de Vars, assez exceptionnel, voilà. Bon, allez, trêve de plaisanterie, Bilbao toujours plus ou moins au contact. Par contre, on a eu un coup dur avec Lutsenko qui s'est retrouvé en chute et qui fait qu'il a un déficit là. Il faut qu'il réussisse à récupérer le groupe des favoris. On est en poursuite, c'est vraiment pas évident. Grosse poursuite. On a aussi Vincenzo Nibali. Allez là, Nibali aussi était tombé. Il est encore même situé derrière Alexei Lutsenko. C'est assez difficile en fait, parce que je pensais pas perdre Lutsenko de cette façon-là, et surtout aussitôt dans l'étape. Hein. Et Nibali, tout comme Lutsenko, même si a priori Lutsenko a plus de chances de rentrer. Alors, il est pas loin. Ouais, il est pas loin. Sauf que il a plus rien. Je peux demander à personne de l'attendre. Alors que Nibali, lui par contre, est en train de nous faire une remontada de la plus belle espèce. Lutsenko essaie de s'accrocher à Nibali, c'est impossible. Nibali va rentrer sur le groupe. Écoutez, il a bouché un retard, mais monumental là, dans cette montée en direction du col du Lotharé. Mais voilà, il va le payer. Pas très longtemps après, il va le payer. Ce qui est quand même assez... on a l'habitude dans PCM. Hein. L'habitude, gros efforts comme ça d'un leader qui est livré à lui-même et qui doit comme ça beaucoup rouler. À un moment donné, il craque. Et donc, Nibali peut dire un peu adieu à sa 5e place, quoi. Et je vais à l'approche du Lotharé. Là, on était en train quasiment, on était à un virage ou deux là du col du Lotharé. On va faire décrocher Bilbao parce qu'en fait Kudus il est en train d'agoniser et c'est parti pour le Galibier. Voilà, virage à droite, c'est parti, Galibier avec, allez, on a notre petit Bilbao là qui va très rapidement. Il nous attend, il est un poil plus haut là. Le Kudus est en galère. Lutsenko, on a compris, c'est comme Nibali, ils rentreront jamais. Voilà, Bilbao il est là, il attendait, tranquille. Et il y a vraiment besoin de lui. Il y a vraiment besoin parce que je vais caler Fuglsang dans la roue de Bilbao. Et vous allez voir que quand on fait ça, il y a moyen éventuellement de faire des dégâts. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Cette étape 18, c'est vraiment une étape sur laquelle on veut frapper. Regardez, attaque légèrement naïve.
de Dumoulin avec Bardet dans la roue. Froome évidemment qui a suivi, c'est normal. Et ouais, mais là, mon gros avantage sur tous ces leaders là, c'est que c'est Bilbao qui ramène. C'est Bilbao qui ramène Fuglsang. Et pourtant, regardez, Fuglsang était en perdition, hein, sinon. Hein. Et donc, on va s'attacher avec Bilbao, à qui il reste pas mal de barres jaunes, à fournir l'effort suffisant pour maintenir un rythme et quand même pas trop fort pour ne pas coûter à Fuglsang de perdre la roue, tout bêtement. Hein. Et on passe au sommet du Galibier. C'est parti. Et on a donc un avantage au sommet du Galibier qui est de 20-30 secondes vers là. Et on va rouler à bloc. Alors Bilbao est pas vraiment l'archétype du coureur qui va pouvoir faire une grosse diff sur une descente. Il a pas une note phénoménale. Fuglsang en revanche, il a une très bonne note de descente. Gros glitch calé dans la roue. Et là je me retrouve juste face à une petite difficulté. C'est que je voulais quand même ravitailler. Fuglsang. Et de ce fait, j'ai un tout petit peu coupé l'effort. Hein. On aurait pu gagner encore plus de temps en fait si on n'avait jamais coupé cet effort-là. C'est pas grave. Après, on remet ça de plus belle. On est à fond les ballons. Bilbao va nous emmener tout ça. Il n'y a plus de bonif à prendre. Hein. Bilbao 99. Hop, histoire d'accroître au maximum l'écart entre les trois entre Fuglsang et ses trois poursuivants. Froome, Bardet et Dumoulin qui vont payer l'addition très certainement. Ils vont payer l'addition parce que on sait que dans ces étapes là, sur les descentes, les écarts sont comptabilisés, surtout à partir du moment où il y a un certain écart. L'écart, et oui, il est bien comptabilisé, ce qui va accroître l'avance de Fuglsang au général pour la montée à 1 minute 20. J'ai envie de dire qu'à 1 minute 20, ça commencerait quasiment à sentir bon. À sentir vraiment bon. Vous avez vu, on est en toute fin de pic de forme là pour Fuglsang. Il est pas très loin de ne plus du tout en pouvoir. Mais on a encore une bonne forme ce jour-là. Il faut en profiter parce que c'est peut-être la dernière. Hein. Donc en profiter pour ne rien concéder ou concéder le minimum. Alors je tente encore une fois d'essayer de placer des mecs à l'avant. Lutsenko il a pris un énorme écart à l'étape d'avant. Je me dis peut-être qu'on pourrait envisager de l'envoyer en échappée, histoire de lui permettre de monter à un rythme un peu plus calme les difficultés pour ensuite décrocher et accompagner Fuglsang sur la toute fin de l'étape. En tout cas c'est mon projet. Ça fonctionne plutôt, même si en fait AG2R notamment qui a beaucoup roulé dans ce Tour de France, AG2R et Ineos ont été les deux équipes les plus, on va dire, les plus dominatrices pour ce qui est d'imprimer un rythme, de décider en fait plus ou moins qui s'échappe et qui ne s'échappe pas. AG2R a beaucoup roulé et en finale Ineos aussi, avec finalement une conséquence, c'est qu'il s'est échappé avec Lutsenko, il n'a jamais pu prendre beaucoup de champs. Et ça c'est un peu un truc que je regrette, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait plus d'écart pour que Lutsenko puisse peut-être gérer un petit peu plus. Normal en même temps, vous voyez l'équipe d'AG2R la mondiale, elle est très forte en fait sur ce Tour de France. Elle est beaucoup plus forte que ce qu'on a pu avoir dans la réalité il y a quelques semaines, avec notamment un gros Pierre Latour, Alexandre Genier, il y avait évidemment Tony Galopin, il y avait vraiment du monde, une équipe très compétitive. Puis après, je joue toujours à ça que dans Pro Cycling Manager, assez traditionnellement, les notes des Français sont un petit peu gonflées. Du coup, à l'arrivée, avec son Bardet à 83 en montagne, là, ça nous fait vraiment des clients. Hein. Allez, on va monter en direction de Tignes, la montée donc qui n'aura jamais eu lieu, puisqu'on avait arrêté, souvenez-vous, les temps au sommet de Nizeran, et qu'au final la course avait été stoppée dans la descente de Nizeran avant d'arriver même au pied de la montée vers Tignes. On n'est jamais arrivé là. Et cette fameuse coulée de boue là qui avait rendu le passage totalement impossible. Allez, Nibali s'excite, Romain Bardet dans la roue de Fuglsang, c'est peut-être
opportun de s'économiser un tout petit peu. On va se satisfaire en fait, parce que on a Dumoulin et Froome qui sont pas avec nous. Il y a Pinot, Bardet, Nibali avec Fuglsang. C'est peut-être encore l'opportunité de gagner un poil de temps, et non. Non, on voit bien que Dumoulin et Froome reviennent comme des balles, et même comble, un peu pour nous, comble de malchance ou de malheur. Grosse bonif pour Bardet, petite bonif pour Froome. Victoire d'étape donc de Romain Bardet. Fuglsang, on sait qu'au sprint il y a du mal à exister. C'est pas forcément toujours ça, mais on maintient quand même un écart qui laisse envisager une jolie fin pour ce Tour de France. De toute façon, il n'y a plus que cette étape à disputer, mais sans pic de forme. Vous savez que même sans pic de forme, il a tellement de bonus pour des raisons ou pour d'autres qu'il arrive tout de même à pouvoir envisager une super forme du jour. Notre ami Fuglsang, et donc c'est ainsi que il va encore une fois hériter du plus 5. On aura été bien servi, mais en même temps j'ai pas envie de dire vénard. C'est pas vénard le mot, c'est bien préparé et récompensé de la préparation, voilà, point. Donc on essaye d'envoyer encore une fois des hommes à l'avant. Bilbao, on n'a pas voulu me le laisser partir, c'est pas grave. Et Lutsenko en revanche a l'air d'avoir une petite possibilité de départ, même si ça roule énormément. Et cette fois-ci, ils sont pas les AG2R, ils sont pas les Ineos, c'est les Bahrain Merida qui roulent. Intéressant. Si on était dans la vraie vie, on pourrait dire que les Bahrain Merida roulent parce qu'ils veulent préparer le terrain pour une victoire potentielle de Vincenzo Nibali. Ce serait tout à fait l'analyse qu'on pourrait faire, mais là on sait pas trop pourquoi, c'est l'IA, parfois il y a comme ça des choses plus ou moins explicables. Toutefois on essaie d'envoyer Bilbao, parce que lui il a le droit de partir, bon très bien, pour voir un petit peu jusqu'où ça peut le mener. L'idéal serait qu'il ne soit pas seul, il faudrait qu'il y ait un petit peu de compagnons d'échappée, mais c'est un peu délicat parce que le rythme imposé par AG2R permet de contrôler les velléités des uns et des autres. Et puis là, je vais me permettre un petit kiff. Regardez, il y a quelques points à prendre ici. Et Fuglsang, en fait, il a beau ne jamais avoir réellement fait les points de la montagne, il n'en demeure pas moins qu'il est, il se retrouve avec ces points-là, il se retrouve en tête. Parce qu'au final, il n'y a personne qui a pris vraiment le contrôle de ce classement-là. Et du coup, Fuglsang bien parti peut-être pour choper le maillot à pois en plus du général. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Je me suis un poil fait surprendre avec du x8 là, avec Lutsenko. Oui, mais bon, après voilà, ça rentre, il n'y a pas de souci. On a la protection bienveillante de Luis Leon Sanchez. Lui aussi, il est hyper précieux. Pello Bilbao aura été super précieux également dans l'étape du Galibier, puisqu'il a joué un rôle juste déterminant en fait. C'est lui qui permet de lâcher Dumoulin, de lâcher Froome, de lâcher Bardet. Donc un énorme Pello Bilbao sur l'étape 18. Et au final, Bilbao, il aura aussi fait une partie du boulot que je destinais à Omar Fraile. Donc je dirais que c'est collectivement qu'il y a eu une réponse à cette blessure, chute, abandon de Fraile, collectivement, mais quand même surtout par l'intermédiaire de Bilbao. Bilbao qui est donc probablement en train de se gagner une prolongation de contrat chez Astana sur ce Tour de France. Allez, si l'histoire finit bien, la prolongation, elle est pour lui, j'annonce. Donc, attaque de Romain Bardet. Attaque de Romain Bardet avec Fuglsang et Dumoulin dans la roue. Attention à Valverde. Valverde qui peut-être ambitionne de gagner cette étape. Ce serait légitime. Les Movistar n'ont pas des masses existé sur ce Tour de France. Allez, on vient se caler dans la roue là pour essayer de contrôler Froome, Dumoulin. On est dans la toute fin
de la montée vers Val Thorens avec une lutte entre Nibali et Froome. Dumoulin, et c'est Nibali qui va venir chercher son étape, comme dans la réalité. C'est rigolo. Dumoulin, Froome viennent compléter le podium de l'étape, et d'ailleurs, ils viennent aussi compléter le podium de ce Tour de France 2019. Victoire finale de Jakob Fuglsang sur ce Tour de France. Honnêtement, j'en suis pas peu fier. Et puis surtout, ce que je peux vous garantir, c'est que c'était génial à jouer. J'ai pris un plaisir à jouer ce Tour de France qui n'avait aucun rapport avec le non-plaisir que j'ai pris à le jouer à l'époque, au moment du Tour de France, avec la Groupama FDJ de Thibaut Pinot. Et à mon avis, pour une raison simple, c'est que le mode carrière il est quand même vachement plus immersif. Il est vachement plus sympa que ne peut l'être le mode course simple, parce que vous recueillez les fruits de votre préparation, et voilà. Donc on va laisser les sprinters s'expliquer. Je pense que quand Nielsen il a gagné ce qu'il avait à gagner déjà, ça va être une victoire pour Arnaud Démare sur les Champs-Élysées, et l'équipe Astana, un petit peu à l'image d'un souvenir qui m'est cher au moment de la victoire de Nibali en 2014. Et un peu à l'instar de ce que peut faire la Sky Ineos maintenant, quand ils gagnent le Tour de France, choisit d'arriver groupés, tous ensemble, célébrer la victoire de Jakob Fuglsang, qui n'est honnêtement pas un mince exploit face à Dumoulin, face à Froome, face à Romain Bardet. On laisse au passage du Roglic et du Nibali derrière. C'est vraiment cool. Franchement, c'est cool. Un maillot vert inespéré à la base, au départ, pour Dylan Groenewegen. Un maillot à pois glané un peu sans faire exprès par Jakob Fuglsang. Un maillot du meilleur jeune pour Enric Mas, le général par équipe pour le team Ineos. Je pense que c'est le moment de vous dire à très très bientôt pour un épisode 11 dans lequel il sera question principalement de recrutement, de mercato, de transfert si on préfère. Bref, on va se constituer notre équipe pour 2020 dans l'épisode qui va venir. A plus, bye bye.